Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Plus de 75% de réalisation des chantiers d'asphaltage à Parakou, projet inscrit au PAG. Ce programme évolue à un rythme satisfaisant dans la ville. Nous ferons le point dans un instant avec nos reporters sur place à Parakou. Et puis, une nouvelle carte diplomatique au ministère des Affaires étrangères, c'est pour bientôt. Aurélien Agbenossi l'a annoncé cette semaine au cours d'une première session du dialogue social à Boycon. Construction des logements sociaux à Ouedo, le processus d'indemnisation des experts privés du chantier suit son cours. Le répertoire des affectés et les plans ont été affichés. Merci et bienvenue à cette édition qu'on démarre par les nouvelles de la diplomatie béninoise. Les réformes engagées par le gouvernement dans le domaine de la diplomatie vont se poursuivre et ceci va donc permettre d'avoir bientôt une nouvelle carte diplomatique. Le chef de la diplomatie béninoise l'a annoncé au cours d'un séminaire cette semaine à Boycon. Bertin Adimi, Giscard Bovy. Le Conseil sectoriel du dialogue social au sein de l'instance décideurs et partenaires sociaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération échange. Pour le compte de la première session du Conseil au titre de l'année en cours, plusieurs préoccupations des travailleurs sont soumises à l'autorité. La prise en compte du personnel administratif et technique pour les stages de renforcement des capacités. Les participants souhaitent que la spécificité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération soit clairement présentée aux fins d'obtention d'une part de la revalorisation des primes existantes, notamment la prime d'habillement et l'obtention de nouvelles primes spécifiques aux activités de ce département ministériel, d'autre part. En sa qualité de premier responsable de l'administration sectorielle, le chef de la diplomatie béninoise dit avoir pris bonne note des doléances des travailleurs de son ministère. Oui, j'ai noté que vous souhaitez que la spécificité du ministère des Affaires étrangères soit prise en compte. Oui, j'ai noté aussi que vous voulez que nous essayions de voir avec ces nouveaux statuts ce que l'on peut faire pour faire en sorte que les conditions de vie, les conditions de travail des fonctionnaires s'améliorent. Je peux vous dire, et vous pouvez compter sur moi, tout ce que l'on peut faire pour que les conditions des gens s'améliorent, moi je suis prêt à le faire. En vue de faire des progrès qualitatifs au niveau de la gestion de la diplomatie béninoise, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères à l'effet d'opérer quelques réaménagements. Profitant de la présente session du Conseil sectoriel du dialogue social, Aurélien Agbenossi en parle à ses collaborateurs qu'il convie d'ailleurs à épouser les réformes en cours et même d'autres en vue. Je peux vous annoncer un certain nombre de mesures qui vont venir. Nous allons, dans certains cas, devoir fermer certaines représentations. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent, notre argent que nous dépensons dans l'économie des autres. Et nous ne rapportons pas forcément quelque chose pour nous permettre d'avancer. Donc maintenant, nous allons avoir des ambassadeurs résidents. Pour le moment, nous n'avons pas les moyens de tenir, de soutenir la carte diplomatique que nous avons. C'est ça la vérité. Il faut dire les choses au calme. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Nous n'avons pas ce moyen-là. Donc, ce que je veux vous dire, nous allons avoir de nouveaux modèles de représentation dans le monde. Je ne dis pas qu'on n'aura plus d'ambassade, ce n'est pas vrai. Donc, c'est dans cela que le Conseil du dialogue social, pour moi, est un outil important. Le monde entier fait face actuellement à des mutations profondes, parfois contraignantes. Notre pays ne saurait se soustraire de cette dynamique, estime le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. On reste dans le sillage des affaires étrangères pour évoquer cette rencontre du nouveau chef de la délégation européenne au Bénin avec le ministre des Affaires étrangères. Eh bien, le nouvel ambassadeur est allé présenter au ministre la nouvelle politique de l'Union européenne, celle-là même qui va permettre à notre pays de tirer profit de cette coopération. Innocent Sialadabé. Renforcer les liens entre l'Union européenne et le Bénin. C'est l'objectif de cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et la délégation de l'Union européenne. Mais pour moi, le partenariat est en quelque sorte l'équivalent politique et collectif de ce qui est dans la vie privée, le mariage.
C'est des relations durables, qui connaissent des difficultés et qui s'inscrivent dans une perspective à long terme. Déjà géographiquement, ni votre continent ni le nôtre ne bougera. Et on sera encore en relation étroite dans 100 ans, quand personne dans cette salle ne sera plus sur cette terre. Ce nouveau dialogue, que j'appelle de mes voeux, pourrait utilement aussi être le cadre politique principal pour soulever toutes les grandes questions dans le contexte du post-Cotonou. La future relation s'appuiera aussi sur les moyens de la coopération au développement. Donc il n'y a pas d'opposition, mais il faut lier les deux. Une coopération qui permettra au Bénin de déboucher sur la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et d'autres secteurs. Le président de la République nous a instruit d'avoir des matrices pour le suivi de nos actions, pour que au-delà du côté courtois des relations de coopération, nous ayons un côté plutôt concret, pour que ceux qui vous ont fait confiance en vous nommant au Bénin et ceux qui nous ont fait confiance en nous appelant aux responsabilités qui sont les nôtres soient satisfaits du travail que nous faisons ensemble. C'est un peu dans cet esprit-là que je voudrais former le souhait que nos échanges soient fructueux, que les conclusions contribuent au renforcement de nos relations de collaboration dans la perspective d'une dynamisation de la coopération avec l'Union européenne. Nous allons utiliser un style totalement informel. Le bureau du Conseil spécial nous a donné déjà un grand coup de main en apportant un certain nombre de réponses que le cadre de la pièce qui est là va présenter, M. Akouté va présenter, et le Conseil spécial a bien voulu accepter, et le DG de la PIEX aussi, d'apporter les compléments nécessaires pour... La délégation œuvre pour un dialogue entre le Bénin et l'Union européenne qui porte à la fois sur la sécurité, la prospérité et sur un ordre mondial plus équitable et plus respectueux. Le processus d'indemnisation des experts privés du chantier de construction de la cité administrative et des logements sociaux de Wedo suit son cours. Le répertoire des affectés, les plans ont été affichés à la mairie de Calavi et à l'arrondissement de Toba. Koudou Sablaye nous en dit un peu plus. Regard concentré, en face un plan de construction et un répertoire. Les deux affiches renseignent sur le projet de construction des logements sociaux à Wedo et la construction d'une cité administrative à Hosoubeta. La mairie de Calavi et l'arrondissement de Toba, point d'affichage de ces listes, enregistrent le passage des personnes affectées par ces deux projets. Ils viennent à compte-gouttes. Et s'il y a des problèmes, nous soulevons l'aide de faire recours à la commission. Mais pour l'heure, le problème posé par ces affectés est relatif au pécule. Ils nous demandent souvent à combien ils seront dédommagés. Donc nous, ne sommes pas là pour les donner le coût. Même si on connaissait le prix, on ne peut pas le dire comme ça. En attendant, les affiches sont posées pour un délai de 30 jours. À compter du premier jour d'affichage, il y a un mois. Donc les affichages vont durer un mois. Les affichages pour les logements sociaux de Wedo vont durer jusqu'au 7 août. Et également pour la cité administrative, ça va durer également un mois. C'est pour ça que nous invitons les populations à sortir massivement. Et nous avons constaté aussi que les cahiers de doléances sont là à disposition. Et ceux qui se déplacent déjà remplissent ces cahiers. Nous invitons également les autres à pouvoir sortir pour pouvoir remplir les cahiers donc, de doléances, parce que c'est à partir des problèmes qui auraient été répertoriés que la commission donc, va pouvoir se pencher pour voir comment prendre en compte les observations, les suggestions, les difficultés et pouvoir régler les problèmes éventuels pour que le processus a son terme. Un processus qui, à terme, change le visage de la commune de Calavi par la construction de ces logements sociaux et cette cité administrative. Les travaux de réaménagement du boulevard de la Marinare se poursuivent. Le directeur général des infrastructures vient de se rendre sur le site pour s'assurer de la bonne exécution des travaux sur place. Jacques Ayadi se dit confiant de la qualité des travaux exécutés sur place. Koudou Sablaye. L'entreprise a la tâche et le boulevard de la Marina reprend forme.
Rien n'échappe au directeur des infrastructures à cette étape. La qualité des travaux tient à cœur à Jacques Kayadi. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la plante d'essai. Vous n'avez pas besoin d'être un technicien, vous avez quand même trouvé le mot essai. On veut voir comment nous allons faire mettre en œuvre cet enrobé dans les meilleures conditions de qualité possible. L'entreprise en est consciente. Elle en tient grand compte dans l'exécution des travaux. On est en train de faire ce qu'on appelle une planche d'essai. C'est-à-dire qu'à toute nouvelle tâche qu'on fait, on fait d'abord une planche d'essai justement pour voir, pour bien régler tous les paramètres. Donc là, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle la couche de forme qui est imprégnée sablé. Et là, maintenant, on commence la première couche d'enrobé. Confiant, Jacques Kayadi n'hésite pas à rassurer le chef de l'État quant à l'aboutissement heureux de ce chantier. J'ai pris le risque hier de dire au chef de l'État que tous les signaux sont verts au niveau du chantier du boulevard de la Marina. Et je ne l'ai pas dit au hasard, je l'ai dit en suivant un peu comment l'entreprise, comment la mission de contrôle s'organise sur le terrain pour mener à bien ce chantier qui tient à cœur au chef de l'État, qui veut et qui s'organise pour que les manifestations du 1er août 2020 se déroulent sur ce boulevard-là. Le boulevard de la Marina s'étend sur 5,7 km. Il vibre pour l'heure au bruit des engins de l'entreprise Colas. D'un chantier à un autre, puisque tout le pays est en chantier, eh bien les travaux du bitumage et de pavage des rues dans la commune de Parakou, entrant dans le cadre du projet asphaltage initié par le gouvernement du président Patrice Talon, eh bien ces travaux sont déjà à plus de 75% de réalisation. La réception provisoire est prévue pour le début du mois d'août 2019. C'est le constat fait sur place par Nestor Stella et Olviga Messon. Nous-mêmes, on ne croyait pas. On a attendu Al-Fatah, on dit qu'est-ce que cela veut nous faire encore? Mais on a vu que c'est un bon travail. Ils ne sont plus les Saint-Thomas. Leur rêve est devenu une réalité, donc un pari gagné pour le gouvernement de la rupture. Le projet asphaltage l'O7A de Parakou, lancé en octobre 2018, est perceptible dans les quartiers de dépôt, de Transat et de Guéma. Nous sommes actuellement à 76% d'exécution dans le mois de juillet actuellement. Et je crois que d'ici début août, nous allons achever complètement les travaux. Donc le lot 7A ici comporte exactement 8 rues. En ce qui concerne aujourd'hui les travaux de pavage, nous sommes pratiquement à la fin. Et il reste à peine une centaine de mètres à poser les pavés. Et les pavés décoratifs également à poser. Donc, en ce qui concerne le bitume, et aujourd'hui, on a déjà fini le sol ciment, on a déjà fini la pose des différentes bordures et on a fini également une partie du gravillonnage. Je crois d'ici peu, nous allons achever le gravillonnage et commencer par le béton bitumineux. L'entreprise Sino Hydro, en charge des travaux dans la cité de Koburu, travaille au quotidien pour livrer une infrastructure de qualité. La société Sino Hydro se garantit le droit de dire que cette rue, si elles sont toutes finies, on peut l'utiliser pendant au moins une durée de 40 ans, sans problème. Ayaratou Boniyaya, agent de trésor à la retraite, vit dans ce quartier de dépôt depuis 1911. 48 ans après, leur quartier se métamorphose grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon. Nous avons constaté un grand changement parce qu'on est très content de voir notre route s'élargir comme une place présidentielle. C'est déjà, alhamdoulilah, nous remercions Dieu. Le travail que vous faites ici, là, ça m'améliore de tout dans le quartier. Et c'est dans mon quartier que vous êtes en train de travailler. Plus loin à Transat, le bitumage et les pavés déjà posés. L'aboutissement de ce chantier est une volonté du gouvernement de la rupture à travers son programme d'action de doter les villes du Bénin d'infrastructures routières de qualité, ce qui réjouit plus d'un. Moi, dans mon quartier, j'ai constaté qu'ils ont mis goudron dans les vents. Si on marche maintenant, il n'y a plus de poussière. Et c'est joli à voir. On a vu que la ville est en train de changer. Et surtout notre quartier Transat, surtout la voie là. Depuis que je suis dans le quartier, je n'ai jamais vu même les machines passer. Et avec le gouvernement,
Vraiment, l'Alfata a pris notre quartier, vraiment. Le transit est en train de changer. Vous-même vous constatez déjà que la ville, le quartier a changé de visage. Vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le projet Aspartage, veut améliorer les conditions de circulation et d'accès des ménages aux équipements socio-communautaires, la rénovation des principales zones d'habitat et d'activité, ainsi que la réduction de la pollution de l'air. Le projet est actuellement à sa première phase, qui comporte 9 km pour Parakou. Le Bénin révélé est une réalité à Parakou. D'ici peu, le visage de la ville de Parakou va changer avec les travaux connexes prévus dans ce projet. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, est déjà dans les couleurs du projet Aspartage. Aux abords de toutes ces rues, il a été prévu un certain nombre de latrines pour les riverains, également des poubelles pour garder la saleté, des bancs publics également, et pour garantir le repos, ne serait-ce que pour quelques heures pour les riverains. C'est de très belles rues sur lesquelles nous allons circuler. Il faut entretenir les latrines, il faut mettre un peu de sécurité pour ceux-là qui viennent se reposer autour de ces rues. Les équipes manœuvrent à longueur de journée dans les 8 rues concernées par cette première phase du projet Asphaltage dans la ville de Parakou. Et le défi du gouvernement, c'est 0 cm de terre non revêtue d'ici 2021 dans toutes les grandes villes du Bénin. Des opérateurs économiques de l'État d'Ogun au Nigeria en prospection dans les départements de Lomé et du Plateau, mais aussi dans le Zou. C'est une initiative conjointe des chambres consulaires des deux pays avec pour objectif ouvrir davantage le marché nigérian aux producteurs agricoles du Bénin. Guillaume Avienon, Bresongba. Une petite entrevue entre le président du cadre de concertation intercommunale pour le commerce avec le Nigeria et des opérateurs économiques de l'État de Ogun. Ils sont venus du Nigeria pour prospecter le marché du vivrier au Bénin. Première escale d'un périple qui va les conduire jusqu'à Zayanando, dans le département du Zou, le centre de stockage d'huile de palme de Sakété. L'infrastructure stocke jusqu'à 300 tonnes d'huile rouge disponible toute l'année. Ensuite, cette huilerie de palme, toujours à Sakété, puis ce magasin de stockage de farine de manioc communément appelé Gari, d'une capacité de 1000 tonnes, et cet autre magasin de maïs, cette fois-ci, d'une capacité de 2000 tonnes. De quoi convaincre ces businessmen de la Chambre de commerce et d'industrie du Nigeria de la disponibilité de matières premières ou semi-transformées pour alimenter les industries du voisin de l'Est du Bénin. Avec toutes ces infrastructures, ces opérateurs, effectivement, ont vu qu'il y a du potentiel. Le potentiel qui peut vraiment venir collecter, au lieu que ces opérateurs se promènent d'acteur en acteur, en un seul point, ils peuvent avoir effectivement du volume et aussi en qualité. Ici, à Ikmile, les visiteurs s'offrent quelques minutes de plaisir culinaire avec ces femmes spécialisées dans la production de gari. Ce que nous avons commencé aujourd'hui est le vrai développement. Avec ceci, les frontières artificielles vont disparaître. Il y aura une libre circulation des personnes et des biens. Et qui seront les bénéficiaires? Nous, les États du Bénin et du Nigeria. Nous allons développer ensemble nos États et créer des emplois pour nos populations. Avec des échanges fréquents, faits de visites de terrain et de prises de contacts divers sous l'égide du programme ACMA, l'approche communale pour le marché agricole, un programme qui est à sa deuxième phase. Les producteurs de 12 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau se voient grandement ouvert le marché nigérian. Un marché qui présente de nombreuses opportunités, mais comporte aussi de nombreux défis. Nous voulons faire du concret, vraiment maintenant. Surtout avec ACMA, le programme ACMA, ça travaille avec les communes. C'est le développement à la base. Vous avez entendu, ils ont dit qu'ils utilisent par jour au moins 7 titans. Ils fabriquent de l'huile de soja, de l'huile sans cholestérol. On a vu, on va dire, plantez tout ce que vous voulez comme soja. Nous allons l'acheter, nous allons tout acheter. Donc si nous avons un marché d'écoulement, nous pouvons être à l'aise pour produire. Le périple s'achève à Zayanando à une heure tardive. Pour ces opérateurs économiques nigérians, la balle est désormais dans le camp des producteurs béninois.
Et parlons maintenant de cette initiative où les enfants dont l'âge est compris entre 8 et 13 ans s'adaptent aux énergies renouvelables. L'objectif est de les familiariser avec les différentes sortes d'énergie renouvelables pour une meilleure gestion de l'environnement. Blaise Adankou, Françoise Nitso. Impossible de résister au génie de ces enfants. Donnant Jean-Claude Oussou découvre les œuvres réalisées par ces garçons et filles. Le parrain ne cache pas sa fierté. Je suis très ému de ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette émotion a été, je dirais, à son paroxysme quand j'ai vu avec la ferveur, le professionnalisme et aussi, je dirais, l'engouement avec lequel vous m'aviez présenté les différents stands. Cela vous honore. Avant cette exposition, ces futurs ingénieurs sur les énergies renouvelables ont transité par le camp scientifique de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER. Et elles ont pu acquérir des techniques de base pour l'installation d'un système solaire photovoltaïque. Et pour revenir au camp scientifique de cette année, qui a mobilisé une 50aine de participants à peu près, venus d'horizons divers, il a démarré depuis le lundi 8 juillet. 2 semaines de formation pour que ces enfants sortent aguerris. Certains en mesurent la portée. On a compris à travers ce camp qu'il y a 2 types d'énergie. Les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables sont adaptées à la Terre, puisqu'elles sont naturelles et peuvent être exploitées sans détruire la Terre ou la polluer. Ici, pendant les 10 jours de camp, nous avons réalisé une éolienne, un four solaire, une plaque chauffante solaire. Satisfaits, les parents, eux, les y à cœur joie. C'est une très bonne initiative et nous souhaitons vivement qu'elle soit renouvelée les années à venir. Et cela me rassure que l'avenir de notre pays en matière énergétique, et particulièrement des énergies renouvelables, est en train d'être assuré. Le camp scientifique de l'ESMER Academy, une initiative à dupliquer dans d'autres localités du Bénin. Le parrain donnant Jean-Claude Oussou promet d'ailleurs d'appuyer davantage les prochaines éditions par un trophée aux meilleurs enfants concepteurs. Le rideau sur la réunion ordinaire du comité régional de la statistique ainsi que de la 4e réunion du comité de pilotage du programme d'harmonisation et de la modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages pendant 48 heures. Les directeurs généraux des instituts de statistique des 8 pays de l'UEMOA ont examiné les résultats des principaux programmes statistiques de l'UEMOA. Laurent Oussa, il est président en exercice du comité régional de la statistique. Il fait le point au micro de Enor Moupati et de Yves Agrocressi. La rencontre que nous avons eue à Cotonou nous a permis de passer en revue 2 grands dossiers. Il y a d'abord les rapports du comité régional de la statistique même. Et après, nous avons fait une autre réunion qui porte sur le comité de pilotage des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages, enquête qui se déroule dans les 8 pays de l'UEMOA et qui respecte la même méthodologie, qui se porte au même moment et sur la même période pour pouvoir obtenir des informations comparables au niveau des 8 pays que constitue l'Union. Cela permet aux directeurs, les directeurs généraux, de recadrer un peu comment est-ce que les activités se déroulent, surtout en ce qui concerne l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Ça nous a permis aussi d'adopter le plan de travail pour l'année 2020. Cette enquête-là aussi a présenté quelques difficultés que nous avons partagées entre nous et nous avons essayé de trouver des solutions pour pouvoir affronter au mieux ces difficultés dans chacun de nos pays. Nous avons mis des recommandations à l'endroit de chacun des participants. La structure qui est surtout chargée du suivi et de la mise en œuvre de ces recommandations, c'est la commission de l'UEMOA. Elle était présente dans la salle, et donc elle a suivi la réunion jusqu'au bout. La commission se chargera de distribuer l'ensemble de ces recommandations-là dans nos États pour que
nous puissions les respecter suivant les termes qui ont été retenus lors de notre séance. Le 10 août prochain, les anciens Ballotins et anciens Béanzinois seront en assemblée générale constitutive d'une association qui va porter le nom. Alors, elle aura pour mission de rénover les bâtiments de l'établissement, pour la plupart donc en ruine, mais surtout de réhabiliter la mémoire de ce lycée dont la notoriété dépasse les frontières du Bénin. Guillaume Avienou et Brice Fungbo sont allés à la rencontre du comité préparatoire de cette assemblée générale. Le lycée Béanzin de Porto-Novo, l'établissement qualifié de fleuron des centres de formation sous-régional des élites de l'Afrique de l'Ouest d'alors, avait fait la fierté de l'ex-Dahomey devenu depuis 1975 la République du Bénin. Nous avons Yoro André, paix à son âme. Je ne suis pas sûr que son record de 100 mètres plats depuis 60 ans soit encore battu jusqu'à aujourd'hui au Bénin. Nous avons des célébrités. L'équipe de football du lycée Béanzin représentait 80% de l'équipe nationale du Dahomey d'antan. Nous battions la Tunisie, nous battions toutes les équipes de la sous-région. On avait une force, une ardeur et un dévouement incommensurable qui faisait que nous étions connus dans toute la sous-région. En plus, pour vous dire, c'est un lycée qui a connu de grandes et hautes personnalités. Pas seulement béninoises, mais de l'extérieur. Feu président Amani Diori du Niger et feu président Maurice Yameogo de la Haute-Volta d'antan, devenu Burkina Faso aujourd'hui, étaient des gens qui ont fréquenté le lycée Ballot, Victor Ballot, devenu lycée Béanzin. À l'origine, Victor Ballot, ce lycée créé en 1916 à l'époque coloniale, change de nom en 1961 pour devenir le lycée Béanzin. Il va jouer un rôle prépondérant dans la formation des premiers cadres de la période des indépendances de plusieurs pays africains, accueillant surtout ceux des séries scientifiques. Aujourd'hui, le lycée Béanzin est en ruine, présentant le visage d'un édifice à l'abandon. Une ruine contre laquelle veulent se dresser les anciens Ballotins et anciens Béanzinois, les ex-pensionnaires du lycée selon les époques. Aujourd'hui, tout est en ruine. Notre but fondamental, c'est de participer à la réhabilitation des infrastructures et à la réhabilitation éducationnelle et morale de ce lycée. Mais nous n'allons pas nous arrêter tout simplement à ces formes de réhabilitation. Pour nous, la réhabilitation, c'est pour quoi faire. Ceux qui vont sortir désormais du lycée, quelle voie doivent-ils emprunter pour apporter, je dirais bien, une meilleure pierre à la construction de notre pays. Le 10 août prochain, ces anciens du lycée Béanzin de Porto-Novo vont se retrouver en assemblée générale constitutive. Les travaux préparatoires de la rencontre ont déjà démarré et restent marqués par des actions sur le terrain avec la rénovation de ce bâtiment, la salle des fêtes du lycée. Quelqu'un a construit une case en feuille de tôle pour son legba dehors et à l'intérieur, il était lui-même sous un toit de chaume. Et on lui pose la question, mais comment se fait-il que tu dors sous les chaumes et ton legba est sous feuille de tôle? Il dit, c'est ce qui va venir dans la maison que vous êtes en train de voir. Ce qui va venir dans la maison, c'est le premier bâtiment que nous sommes en train de réhabiliter. C'est ça le point focal pour notre objectif. Grâce aux contacts et échanges, le comité préparatoire devrait s'attendre à accueillir plus de 400 personnes. Cette assemblée générale va être aussi l'occasion de rendre hommage aux formateurs de ces ex-lycéens, du moins ceux qui sont encore de ce monde. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Ngbo pour le JT Soir. Merci et à demain.